Bali, c'est vraiment différent de ce que j'ai pu voir. Honnêtement, c'est vraiment incroyable. Et tous ceux qui ont passé du temps ici te diront la même chose. À 20 cm près, il m'aurait frappé moi et ma femme de plein fouet. Voilà, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Ça fait plusieurs mois que je suis ici en Asie et plus particulièrement à Bali en Indonésie. Dans cette vidéo je vais pouvoir te parler de mon expérience dans ce petit bout de paradis et reste bien jusqu'à la fin. Je te donnerai des petites infos et des petites astuces pour que toi aussi tu puisses venir faire ton expérience ici à Bali. Les amis, on se retrouve ici à Bali dans ce magnifique café où j'ai l'habitude de venir travailler avec une vue sur les rizières, avec une vue sur les volcans. Bon là il y a les nuages, sinon quand il n'y a pas les nuages, on voit les volcans. Bref, le cadre parfait pour pouvoir se ressourcer et se concentrer sur ses objectifs. Si tu es nouveau sur cette chaîne, sache qu'ici on parle essentiellement de business en ligne, comment gagner de l'argent sur internet pour se libérer financièrement et géographiquement. On vient des 4 coins du monde, donc n'hésite pas à nous rejoindre en cliquant là. Pour commencer, pourquoi Bali ici en Indonésie? Déjà, je voulais faire une expérience de plusieurs mois ici en Asie, m'imprégner des lieux, m'imprégner de la mentalité et j'ai commencé par la Thaïlande. J'ai pu aussi aller en Malaisie et aujourd'hui, depuis 2 mois, je suis ici en Indonésie et plus particulièrement dans la petite île de Bali. Ici, si tu as vu mes vidéos de comment s'expatrier en Malaisie ou en Thaïlande, ici, l'Indonésie et plus particulièrement Bali, c'est vraiment différent de ce que j'ai pu voir en Thaïlande ou en Malaisie. Déjà, il faut savoir qu'ici, le pays est essentiellement composé d'îles. Il faut savoir qu'il y a pas moins de 17 000 îles dans toute l'Indonésie. Et chaque grande île a ses coutumes, son dialecte. Parce qu'ici à Bali, merci en indonésien, c'est terima kasih. Mais en dialecte balinéen, c'est suksema. Donc ça n'a strictement rien à voir. Et ils ont leurs petites coutumes et leurs petits dialectes. Par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Indonésie, la majorité de la population indonésienne est musulmane. Mais ici, dans l'île de Bali, la majorité est hindoue. Quoi qu'il en soit, de manière générale, le peuple indonésien est un peuple vraiment très bienveillant, très souriant et c'est vraiment incroyable cette bienveillance. Ils ont une spiritualité et en fait ça dégage de bienveillance et de spiritualité. Honnêtement, c'est vraiment incroyable cette mentalité, je l'ai vue nulle part. C'est vraiment incroyable, on a vraiment l'impression que chaque inconnu ici, chaque loco, on a l'impression que c'est ton frère ou ta sœur. Ils n'hésitent pas à te venir en aide et c'est probablement le peuple qui m'aura le plus marqué jusqu'ici parmi tous les pays que j'ai pu visiter. Et tous ceux qui ont pu faire l'expérience de Bali vous diront, je pense, la même chose parce que c'est vraiment quelque chose qui revient et qui revient et qui revient chez tous ceux qui ont pu passer quelques semaines ici. Pour te dire à quel point c'est incroyable, ici, n'importe qui dans la rue sera disposé à t'apporter ton aide, quel que soit ton problème. Par exemple, j'ai vu une dame tomber de son scooter, tout de suite, tout le monde a arrêté la circulation. Il y en a 2 qui sont venus vers elle, qui l'ont aidée. Mais vraiment, c'était instantané. Et en fait, il faut vraiment venir faire son expérience pour pouvoir vraiment comprendre ce que je suis en train de te dire. Et tous ceux qui ont passé du temps ici te diront la même chose. Du coup, avec un comportement pareil, t'imagines bien que la sécurité ici à Bali, elle est juste au top. Tu verras très régulièrement sur les scooters, ici il y a énormément de scooters, tu verras très régulièrement sur les scooters, pas de cadenas, les casques sont posés sur les rétroviseurs. Souvent, tu verras des clés de scooter encore sur le scooter, avec personne dans la rue, juste quelqu'un qui a laissé ses clés sur le scooter. Donc c'est typiquement quelque chose que tu ne verras jamais à Paris. Ici, sur cette chaîne, on a souvent fait le lien entre pays riches et pays sécurisés ou pays sécurisants, notamment avec mon expérience aux Émirats, à Dubaï, qui est d'ailleurs un pays qui est reconnu pour être très sécurisant. Mais aujourd'hui, je t'assure que la richesse d'un pays ne fait pas forcément sa sécurité. C'est l'état d'esprit, c'est le comportement du peuple qui va générer vraiment un pays sécurisé. Parce qu'un pays peuplé de personnes au bon comportement et de personnes juste souriants, eh bien c'est un pays où tu te sentiras forcément plus en sécurité qu'un pays peuplé de personnes voilà, qui sans foi ni loi. Ici, comme un peu partout en Asie, il y a beaucoup de pauvreté. Et c'est très différent de ce que j'ai pu voir par exemple en Thaïlande, où la pauvreté est très forte. Ici, il y a très peu de mendiants. Honnêtement, j'ai vu très peu de mendiants. La grande majorité vraiment des pauvres de ce pays cherchent à donner de la valeur pour pouvoir
gagner de l'argent. Et ça, c'est pas quelque chose que j'ai vu partout. Et ça, c'est la preuve d'un mindset en béton, parce que c'est la preuve d'un mindset qui est ouvert vers l'échange de valeur. Voilà, à un moment donné, si je veux gagner de l'argent, il va falloir que j'apporte quelque chose à la personne qui m'apporte de l'argent. Et si tu veux, ici, tu verras beaucoup d'artisanal, des personnes qui bricolent des petits bouts de ferraille pour fabriquer des mini-vélos, pour les vendre dans la rue. Tu verras beaucoup de personnes aussi sculpter le bois et vendre des petites sculptures en bois. Tu verras des personnes proposer des tatouages éphémères ou des personnes sur la plage qui vont te proposer des massages directement, voilà, sur la plage, et toujours avec cet état d'esprit de valeur ajoutée. C'est pour ça que franchement, sur 2 mois, j'ai dû voir 2 mendiants et après essentiellement des personnes qui voulaient échanger de la valeur, soit des petits colliers, des petits bracelets en perles, mais il y avait toujours de la valeur à échanger et derrière, c'était à toi après de pouvoir donner ce que tu voulais pour pouvoir aider ces personnes-là. Et ça, c'est vraiment un état d'esprit de débrouillard. Ça veut dire que tu sais que tu n'as pas d'argent, tu sais que tu dois trouver un moyen pour avoir de l'argent et la fatalité, c'est s'asseoir par terre et attendre. Mais ici, les gens, il n'y a pas de fatalité, tu vois. Il n'y a pas de fatalité, ils ont tous le sourire. En fait, ce qui est délicat, c'est que tu as envie d'aider tout le monde, mais des fois, tu peux pas aider tout le monde. Alors moi, ce que je dis, c'est bon courage. Je dis voilà, bon courage. J'essaie de parler un peu avec eux, je leur demande leur prénom et tout, on discute. Et ça fait un petit peu mal au cœur parce que des fois, enfin, même la majeure partie du temps, c'est des personnes qui ont l'âge de tes parents ou qui sont même plus âgés que tes parents. Et toi, tu es là, tu es à la plage, tu chill avec ton petit milkshake et tu te sens un peu coupable parce que tu te dis qu'est-ce que je fais là en fait. Il y a des gens qui sont dans une situation de survie et moi je suis là, je chill avec mon petit truc et tu as une culpabilité, tu vois, qui commence à te ronger. Alors je sais que je suis pas à l'origine de ça, je sais que je suis pas le coupable, mais si je peux aider, je peux aider. Malheureusement, je peux pas aider tout le monde. Donc souvent, je me mets à parler avec ces gens-là et souvent je leur dis voilà, bon courage. Et ici, il me retourne, il me dit non, bon courage à toi. Il me dit bon courage à toi, il me dit bonne chance à toi. Et moi, je suis là, je dis mais c'est incroyable. Et tout ça avec le sourire, comme si il manquait de rien en fait. C'est vrai, c'est la même réaction de quelqu'un qui manque de rien. Même les enfants ici, ils n'ont pas de PlayStation 5, t'imagines bien. Les enfants ici, ils font quoi? Ils fabriquent des cerfs-volants. Donc, je sais pas si tu peux voir au loin, il y en a 5 ou 6 là-bas. Et en fait, les enfants fabriquent leurs propres cerfs-volants. Et ici, tu as juste à lever la tête et tu vois des dizaines de cerfs-volants dans le ciel. Et des fois, j'ai vu des cerfs-volants de 3-5 mètres. Donc, c'est vraiment cet état d'esprit de débrouillardise, tu vois. Voilà, j'ai pas de jouet, eh bien, je vais en fabriquer un. Et on va pouvoir s'amuser, on va pouvoir faire des courses de cerfs-volants. Voilà, donc même les enfants, tu vois, ils grandissent dans cet état d'esprit de débrouillardise et je finis par avoir ce que je veux. Il n'y a pas de fatalité. Je vais pas m'asseoir par terre en disant voilà, c'est mort, j'ai rien du tout. Non, il n'y a pas de fatalité, tu vois. Et cette débrouillardise, tu la trouves pas que chez les personnes démunies. Tu la trouves aussi dans les entreprises. Ici, il y a énormément d'artisanat, comme je t'ai dit, et il y a beaucoup de sculpteurs de bois. Et tu vas trouver des sculpteurs de bois qui vont sculpter sur le bois pour sculpter une fresque. Tu en as d'autres qui vont sculpter des animaux comme un cheval, ou tu en as d'autres qui vont sculpter des statues pour les bouddhistes ou les hindouistes. Et puis, tu en as qui vont sculpter du mobilier, donc des tables, des chaises. Et puis, tu as des entreprises de mobilier sculpté et unique au monde, tu vois. Et ça, je trouve que ça c'est incroyable. En termes de valeur ajoutée, c'est incroyable ce que l'artisanat ici peut apporter pour les gens qui sont intéressés par ça. Et au final, la morale de cet état d'esprit de non-fatalité, c'est quoi? C'est que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue si tu as un bon état d'esprit. Donc si tu as le bon mindset, l'argent peut contribuer à ton bonheur. Si tu as un mauvais mindset, l'argent contribuera à ton malheur à coup sûr. Mais quoi qu'il en soit, voilà, l'argent ne fait pas le bonheur. Il y contribue si tu as un bon mindset. En tout cas, ici, j'ai rencontré des gens qui ne jalousent personne, qui cherchent tout le temps à apporter de la valeur. Et cet état d'esprit, c'est clairement le début de la richesse. Le début de la richesse personnelle et le début de la richesse financière aussi. Reparlons du niveau de sécurité ici. Alors, je t'ai parlé du niveau de sécurité qui était au top. Niveau de sécurité au top, oui, mais sécurité routière, c'est pas tout ça, tu vois. C'est pas trop ça, tu vois. La sécurité routière, le trafic ici, c'est super dangereux. Un peu partout d'ailleurs, comme tous les autres pays d'Asie du Sud, c'est très dangereux. Il y a énormément de monde. Les routes sont
porte étroite, il n'y a pas de panneau. Il n'y a pas de panneau, il n'y a pas de panneau. Il n'y a pas de feu. Dans toute la ville, il doit y avoir une vingtaine de feux et la moitié de ces feux clignotent en orange. Donc à l'intersection, c'est la loi du plus fort en fait. Si tu t'imposes pas, tu passeras jamais, tu vois ce que je veux dire. Et sur les scooters, pas de casque. Souvent il y a des casques, souvent il n'y a pas de casque. Donc vraiment ça va dépendre. Franchement, c'est des fois ils sont 4 sur le scooter, un enfant devant le guidon, un enfant entre les deux parents, un enfant derrière, des fois ils sont 5. Franchement, j'ai vu des trucs incroyables. Ici, je pensais qu'en Thaïlande, voilà, j'avais jamais vu autant de scooters qu'en Thaïlande. Mais ici à Bali, ils viennent de battre le record de ce que j'ai pu voir en Thaïlande. Quand je te dis battre le record, c'est à une intersection 150 scooters. Et toi, tu es littéralement au milieu de 150 scooters. Et tu es là, en fait, tu es perdu. T'es là, tu te dis, mais il y a trop d'informations, tu regardes partout, tu as peur de taper quelque chose, de frotter une voiture. Franchement, c'est super délicat. En plus, il y a énormément de bouchons, il y a énormément d'embouteillages ici, sur Bali, notamment voilà, dans toute la zone d'Denpasar, Seminyak, Canggu. C'est vraiment la zone un peu surpeuplée et là-bas, tu vas avoir du mal. Moi, je te conseille, si tu veux rouler, prends un scooter parce que la voiture, c'est impossible. C'est impossible. Sans compter le fait qu'il y a beaucoup de chiens sur les routes. Alors les chiens, c'est un délire ici. Tu as des chiens qui traversent la route sans regarder et qui traversent tout doucement au ralenti. Tu as tout le monde qui klaxonne et le chien, il s'arrête, il regarde et il repart. En mode normal, la route, c'est à lui. C'est déjà arrivé plusieurs fois que sur ma route, il y a un chien allongé qui dort sur la route, en plein milieu de la route. Et les gens, en fait, le contournent. Mais je dis, mais c'est incroyable. En fait, la route ici, voilà, la route, c'est aux chiens. Surtout si tu montes du côté de Ubud, alors là, c'est la jungle. T'as des singes sur la route, t'as plus de chiens que de singes. Mais voilà, c'est vraiment la jungle là-bas. Il faut faire aussi très attention aux enfants. En fait, ici, tout ce qui est sud-ouest, toute la zone Seminyak, Canggu, Kuta, c'est, si tu veux, les trottoirs. Même Denpasar, les trottoirs, t'as des trous. Alors t'as des trous, ça veut dire t'as des dalles manquantes avec un trou de genre 1 mètre de profondeur avec de l'eau en bas. Et c'est des vrais pièges. Et genre, t'as des trous tout au long du trottoir. Quand il y a des trottoirs, bien sûr. Quand il y a des trottoirs, ce que les gens font, c'est que quand il n'y a pas de trottoir, ils marchent sur la route. Et quand il y a les trottoirs, quand il y a un trou, ils sont obligés de contourner en passant par la route. Et les enfants, ce sont du coup des petits êtres qui font le moins attention. Donc un enfant, il voit un trou, mais il va pas réfléchir. Il passe sur la route directement sans regarder. Et ça peut être super dangereux. Bien sûr, on est en Asie, donc il n'y a pas de système de contrôle technique. Il n'y a pas de flash, il n'y a pas d'amende. Ici, il y a beaucoup moins de policiers qu'en Thaïlande. En Thaïlande, il y avait vraiment beaucoup de policiers et ils mettaient des amendes à tout va surtout aux touristes, pour des lignes croisées alors que la route, il n'y a pas de ligne. Bref, c'était n'importe quoi. Mais ici, en 2 mois, je crois que j'ai vu 2 motards et une voiture de police. Donc vraiment, après il y en a, ils vont me dire, ouais, tu sors pas beaucoup de chez toi. Non, franchement, honnêtement, voilà, je sors normal. Mais il y a vraiment très peu de policiers et c'est quelque chose aussi qui revient souvent de personnes qui ont fait leur expérience ici. Ils vont te dire, franchement, ils ont vu très peu de policiers, mais tout simplement parce que les gens respectent les règles. Le problème sur la route, c'est qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de panneaux, il n'y a pas de règles. Donc du coup, c'est difficile pour les gens de respecter des règles s'il n'y en a pas. D'ailleurs, je vais te raconter une anecdote incroyable, mais la semaine dernière, avec ma femme, on a eu un accident, on a failli avoir un accident très grave. Je pense pas que j'aurais fait cette vidéo à 20 cm près, j'aurais pas fait cette vidéo, tu vois ce que je veux dire. Non, franchement, c'était incroyable. C'était la nuit. La nuit, c'est très dangereux parce que les scooters n'ont pas de phare. Enfin, pas tous, bien sûr. Certains n'ont pas de phare. Il y a des voitures qui n'ont pas de phare non plus. Comme je t'ai dit, il n'y a pas de contrôle technique. Donc, c'est un peu la jungle. Et la semaine dernière, donc, j'étais au milieu de la route et il y a un scooter qui arrive, qui nous fonce dessus. Et au dernier moment, je le vois, je freine au dernier moment. Et lui, il m'a pas vu. Même moi, je l'ai vu au dernier moment parce qu'il avait pas de phare. Voilà, il n'y avait pas de phare. Et ce qui se passe, c'est que lui me voit pas non plus. Lui ne freine pas parce que lui, il me voit pas tout court. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense, soit il était sur son téléphone, soit il n'était pas concentré, tu vois, il était ailleurs. Et heureusement que j'ai freiné parce qu'en fait, il m'a tapé la roue avant, ce qui fait qu'il m'a explosé ma roue avant. Il a explosé le garde-boue et j'ai le guidon tordu et tout. Mais bon, lui, ça va, il s'en est sorti parce qu'il s'est juste mangé la roue et après, il a pu repartir. Et quant à moi, à 20 cm près, si j'avais pas freiné une demi-seconde avant, il m'aurait frappé moi et ma femme de plein fouet, tu vois. Et il aurait complètement explosé son scoot et explosé
changer le mien et je serais pas là pour faire cette vidéo. Donc franchement, la sécurité routière, c'est pas ouf. Mais après, il faut être prudent. Si tu es prudent, il n'y a pas de raison que derrière, ça se passe mal. Maintenant qu'on a parlé de la santé, je peux te parler du système de santé ici à Bali. Parce que j'ai pu faire donc un tour à l'hôpital. J'ai pu y aller 3 fois sur ces 2 derniers mois. Et le système de santé ici, j'ai été agréablement surpris. Franchement, c'est un service incroyable. Même en France, j'ai jamais vu ça. Alors, il y a un point négatif, mais avant, il faut que je te parle de tous les points positifs. Concernant l'hôpital ici, donc j'ai pu aller à l'hôpital public principal ici qui s'appelle le Bali Royal Hospital. Et du coup, avec ma femme, on a pu constater un petit peu le service hospitalier ici à Bali et il est juste incroyable. Qualité du service, les équipements, la bienveillance des infirmières, des infirmiers, des médecins. L'hôpital est très propre et vraiment tout le personnel fait vraiment très attention à toi et fait très attention aussi, voilà, ils te demandent psychologiquement comment ça se passe et franchement une attention, mais franchement on dirait que c'était ma mère qui s'occupait de moi, tu vois ce que je veux dire. On a eu un médecin qui était extrêmement compétent et qui s'est super bien occupé de nous, qui a écouté aussi parce que c'était pas forcément évident de pouvoir discuter, même si j'ai un anglais acquis, c'était pas forcément évident de pouvoir discuter de tout ce qui est symptômes, de tout ce qui est qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Et vraiment, on a eu un médecin qui était super patient avec nous, super bienveillant et attentionné. La première fois qu'on est arrivé, ils nous ont donné une chambre, un petit repas, on avait une infirmière dédiée et dis-toi, c'est tellement propre que pour accéder aux chambres, si tu veux, c'est un couloir. Pour entrer dans ce couloir, il faut enlever ses chaussures. Et pour accéder aux chambres, du coup, tu accèdes aux chambres pieds nus. C'est tellement propre que voilà, ils demandent même aux patients d'enlever leurs chaussures et tu as un espèce de petite armoire où tout le monde range ses chaussures et je sais pas si c'est un hôpital ou une mosquée, mais en tout cas c'est super propre. Alors j'ai trouvé aucun point faible à cet hôpital si ce n'est le prix. Et ouais, tu le sais, on le dit souvent, la santé ça n'a pas de prix. En tout cas, si ça a un prix, il coûte très cher. Il faut savoir que pour une seule consultation, j'ai payé l'équivalent de 3 millions de roupies, ce qui équivaut à peu près à un petit peu moins de 200 €. Bien sûr, j'y suis allé 3 fois, donc ça fait pas moins de 600 € avec les médicaments compris, bien sûr. Pas moins de 600 € de frais médicaux et ça peut vite devenir un budget très important. C'est pour ça, je recommande toujours quand tu voyages, surtout si tu voyages sur plusieurs mois, de prendre une assurance voyage. Pourquoi? Parce que l'assurance voyage, elle va pouvoir te protéger tes biens personnels, elle va pouvoir t'assurer les vols en cas d'annulation ou de retard, de gros retard, et elle va pouvoir t'assurer ta santé. Et ça peut vite monter dans les 10 000, 20 000, 30 000 €. Donc si t'es pas assuré, tu vas devoir mettre un bandage sur ta jambe, prendre le prochain avion pour Paris et arriver à Paris, tu vas boiter jusqu'à l'hôpital public. Donc je te recommande toujours de prendre une assurance voyage. Pour ma part, personnellement, je voyage avec AXA Voyage, mais honnêtement, voilà, je suis pas influenceur, je suis pas là pour te donner des codes promo. Honnêtement, pour le moment, je te le recommande pas. Alors je sais qu'ils ont plein d'avis positifs, ils ont d'autres, voilà, ils ont aussi plein d'avis négatifs. Mais moi, personnellement, quand j'ai eu mon petit souci, je les ai eu au téléphone et puis ils m'ont demandé d'avancer les fonds. Donc déjà, ils pouvaient pas assumer de pouvoir payer mes frais médicaux et ils m'ont demandé d'avancer des fonds alors que je ne savais pas encore combien ça allait me coûter. Ça veut dire que, voilà, première consultation, j'ai eu de la chance, ça m'a coûté 200 €. Si ça m'avait coûté, je sais pas moi, 5 000 €, on sait pas, voilà, si je devais faire une IRM ou quelque chose comme ça m'aurait coûté beaucoup plus cher, eh bien l'assurance m'aurait demandé d'avancer les fonds et après de voir avec eux. Finalement, c'est ce que j'ai fait, j'ai avancé les fonds, je les ai re-eu au téléphone, puis ils ont commencé à me dire oui, mais dans les termes du contrat, alors que c'était inscrit dans les termes du contrat clairement que voilà, c'était garanti par l'assurance et bref, ça m'a pris la tête. Au final, j'y suis allé 3 fois, j'ai avancé les fonds, j'ai toujours pas reçu de remboursement. En plus, avec tous les coups de fil que j'ai passés, j'ai eu à peu près 100 € de frais téléphoniques parce que forcément j'appelle en France, donc j'ai des frais téléphoniques. Donc là, j'en suis à 600 € de frais médicaux, 100 € de frais téléphoniques et 300 € d'assurance parce que l'assurance, j'ai payé 300 € pour les mois que je passe ici en Asie. Donc honnêtement, pour le moment, je te recommande pas cette assurance. Si ça s'arrange et que voilà, je vais voir avec eux histoire de comprendre la source du problème,
problème, étant donné que dans le contrat tout est inscrit. Et certainement que voilà, ils vont réviser leur décision. Mais pour le moment, voilà, si tu dois choisir une assurance, je te recommande vraiment de bien choisir une assurance qui, dans les avis, respecte leurs engagements. Parce que honnêtement, c'est facile de prendre une assurance quand il t'arrive rien. Ce qui importe dans l'assurance, c'est le jour où il t'arrive quelque chose. Donc les avis des personnes qui ont dit voilà, j'ai pris cette assurance, ça s'est bien passé. Si ils n'ont pas eu de mauvaises expériences dans leur voyage, bien sûr que ça s'est bien passé. Mais il faut prendre les avis des gens qui ont eu des mauvaises expériences dans leur voyage et voir si dans leurs avis, ils vont te dire l'assurance a assumé. Ok, pas de souci, nice, là c'est une bonne assurance. Maintenant qu'on a vu l'essentiel des points faibles, on va pouvoir voir ensemble les points forts comme le climat. Alors le climat ici, comment t'expliquer? C'est en moyenne 30 degrés sur toute l'année. L'eau de la mer est à 30 degrés aussi toute l'année. C'est juste dingue. Il y a deux saisons. La saison humide, qu'on appelle aussi la saison des pluies, et la saison sèche, qui est de avril à octobre. Vraiment, la saison des pluies, elle est vraiment accentuée à partir, on va dire, janvier, février. Tu vois, janvier, février, mi-décembre, janvier, février, c'est vraiment la saison des pluies. C'est accentué. Mais ce qui est bien avec l'Indonésie, comme je t'ai dit, il y a 17 000 îles. C'est un pays qui est super grand et que tu sois à Medan, que tu sois à Jakarta ou que tu sois à Bali, tu vas avoir des saisons différentes. Donc quand c'est la saison des pluies à Bali, tu vas avoir la saison sèche à Medan par exemple et inversement. Donc si vraiment tu veux esquiver la saison des pluies, tu peux toujours changer d'île et rester en full saison sèche toute l'année. Mais la saison des pluies aussi, ça fait un petit peu du bien, ça rafraîchit, surtout quand il fait 30 degrés. C'est pas rare ici, même s'il pleut, les gens restent à la plage, tu vois, et enfin ceux qui sont dans l'eau, ceux qui sont sur le sable, ils s'abritent. Mais en tout cas, c'est pas non plus super désagréable, sauf quand c'est vraiment des grosses averses. Mais il faut savoir qu'ici en Asie, les grosses averses, elles durent pas toute la journée. Ça, c'est surtout pour casser cette pression atmosphérique. Et puis tu vas avoir une grosse averse de genre 15, 20, maximum 30 minutes. Et après, c'est le calme, tu vois. Maintenant qu'on a parlé du temps, je vais te parler du temps, mais pas n'importe lequel, celui de la montre. Car ici, tu as 6 heures de décalage horaire avec la France. Donc 6 heures en heure d'été et 7 heures en heure d'hiver. Donc c'est un point négatif et c'est un point positif en même temps. Parce que quand je me lève le matin, j'ai 6 heures d'avance sur la France. Ce qui fait que, par exemple, la matinée de 6 heures à midi, je vais travailler sur les projets de mes clients. Et puis à midi, je vais livrer mes clients en leur disant voilà, qu'est-ce que t'en penses et tout. Et chez mon client, il est 6 heures du matin. Donc mon client, il se lève et il reçoit directement sa commande. Et voilà, il va me dire voilà, il y a ça à modifier, ça à modifier, ça à modifier. Et puis même quand tu travailles avec des équipes, voilà, tu fais ce que tu as à faire le matin et tu soumets en fait le travail que tu as effectué la matinée à ton équipe. Chez toi, il est midi, mais chez eux, il est 6 heures du matin. Donc eux, ils se mettent à bosser sur ce que tu leur as envoyé. Et toi, en fait, tu as fini ta journée, il est midi. Tu vois, donc ça c'est super. Le point négatif maintenant, c'est si tu es plus du soir ou si ton business il dépend du soir. Par exemple, tu fais des lives à 20h heure française ou 21h, et bien il faut que tu saches que 20h heure française c'est 3h du matin ici, 21h c'est 4h du matin. Donc ça t'impose de veiller jusqu'à 3h, 4h du matin et forcément c'est pas bon pour ton horloge interne. Donc voilà, si tu es plus du soir, je te recommanderais d'aller en Amérique latine. Il y a aussi 6 heures de décalage, mais c'est 6 heures en retard par rapport à la France. Ici, on a 6 heures, mais 6 heures en avance. L'autre gros point positif ici à Bali, tu l'auras compris, c'est le mindset. C'est l'état d'esprit. Tout le monde est gentil, tout le monde est bienveillant. Ça fait un petit moment que j'ai pas vu quelqu'un en colère ou quelqu'un se battre. Je sens que quand je vais rentrer à Paris, je sens que la première journée, déjà, je vais en croiser pas mal déjà. En tout cas, cet état d'esprit, elle amène énormément d'entrepreneurs du digital comme moi. Et ici, il y a une communauté d'entrepreneurs du digital qui est juste incroyable, mais vraiment incroyable. Par exemple, je viens travailler ici dans ce café régulièrement et je rencontre des gens. Voilà, il y a plein de personnes qui ramènent leur petit laptop, qui travaillent comme ça sur Internet. Et des fois, il y a des personnes qui s'assoient à côté de moi, on discute. Et puis, j'ai rencontré un expert dans les cryptos, dans les NFT, un développeur en smart contracts. J'ai rencontré des e-commerçants. J'ai rencontré des YouTubers aussi, des YouTubers. J'ai rencontré qui étaient super inspirants. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve
pas dans toutes les villes du monde. Tu vois ce que je veux dire? Et cet entourage, c'est génial parce qu'au final, tu t'entoures de personnes qui ont le même mindset que toi. Tu t'entoures de personnes qui ont les mêmes objectifs que toi. Et entre nous, on se tire vers le haut. Là où la majorité des personnes vont avoir un entourage qui les tire vers le bas, en mode « Oui, mais tu devrais peut-être trouver un travail. Tu sais, la sécurité salariale, voilà, il n'y a pas meilleur. Moi, je te conseille ça pour ta retraite parce que ce que tu fais, c'est pas très sécuritaire. » Voilà. Bref. Ici, ce mindset, ça part à la poubelle. Ici, c'est à fond dans les objectifs, à fond dans, voilà, je crois en moi, je sais de quoi je suis capable et je vais atteindre mes objectifs. Et entre nous, on se tire tous vers le haut. Et moi, si je peux apporter quelque chose à un autre entrepreneur, je lui apporte. Et lui, il peut m'apporter aussi quelque chose en échange. Et en fait, c'est comme ça que tu crées vraiment des relations. C'est pour ça, je conseille souvent de participer à des séminaires. Même si les séminaires, voilà, ça coûte un petit peu cher. Grâce aux séminaires, en fait, tu vas te retrouver, je sais pas, un séminaire de 3000 personnes. Tu vas te retrouver dans une salle avec 3000 personnes qui ont le même état d'esprit que toi, qui ont les mêmes objectifs et qui te tirent vers le haut. Tu vois, et rester avec des gens comme ça ou se créer vraiment un entourage comme ça, avoir des contacts dans ce milieu-là, c'est pour moi indispensable à tout entrepreneur. Bref, tu l'auras compris, c'est super inspirant. Et tu sais, c'est ce que je dis souvent, si tu veux apprendre à faire du surf, il va falloir tracer avec des surfeurs. Autre point positif ici, la nourriture. Alors la nourriture, c'est très différent de ce que j'ai pu voir en Thaïlande ou en Malaisie. En Malaisie, c'est plus des spécialités qui ressemblent aux spécialités indiennes. En Thaïlande, c'est bien sûr le top du top. Les spécialités culinaires en Thaïlande, c'est les pad thai, les khao pad. Franchement, c'est incroyable. Mais ici, c'est vraiment très différent. Ici, ils privilégient essentiellement les fruits, parce que voilà, ce sont des produits locaux. Les plats à base aussi de riz, comme tu peux voir derrière moi, il y a des rizières. Il y a des rizières un petit peu partout ici dans cette île de Bali. Et vraiment, ici, ça cultive le riz à foison, Tu as des rizières partout, tu as des champs de rizières, tu as des gens qui travaillent dans les rizières avec, tu sais, leurs petits chapeaux pointus. Tu as aussi le riz qui sèche à même le trottoir. Tu as des bâches qui sont allongées sur la route avec le riz, tu vois, qui sèche à même le trottoir. Bien évidemment, les nouilles et le poulet et le poisson. Et en fait, avec ces produits locaux, ils vont faire tout un tas de recettes et c'est juste incroyable. C'est différent de la Thaïlande. Je dirais pas que c'est meilleur, mais c'est différent. Et puis, ça apporte quelque chose que tu n'as vu nulle part, tu vois. Et je trouve ça cool. J'ai bien aimé, moi, les spécialités indonésiennes. Maintenant, pourquoi privilégier des produits locaux ici en Indonésie? C'est que l'Indonésie est essentiellement composée d'îles. Chaque île a sa micro-indépendance. Et pour tous les autres produits qui ne sont pas locaux, ce sont des produits issus de l'exportation. Et les produits issus de l'exportation, c'est super cher. Et c'est pour ça que je vais te parler du coût de la vie. Le coût de la vie ici, même si tu es impressionné par leur billet de 100 000, parce qu'ici ça compte en milliers, ça compte en millions même, il faut savoir que 1 million de roupies, c'est l'équivalent de 64 €. Donc clairement, on est tous multimillionnaires en roupies ici en Indonésie. Mais même si tu es impressionné par tous ces zéros, un billet de 100 000, qui est ici le billet le plus gros, ça équivaut à 7 €. Et honnêtement, tu te retrouves vite à compter tout ce que tu achètes quand tu fais les courses, parce que ça s'additionne très vite. En fait, si tu manges pas local, donc si tu manges pas des nouilles, du riz, voilà, poisson, poulet, fruits, légumes, tu vas te retrouver facilement avec un chariot à 100-150 €. 100-150 €, je te parle de courses pour le mois. Pour te donner un exemple, j'ai déjà vu un paquet de M&M's de 200 grammes à 20 €. 20 € le paquet de M&M's de 200 grammes. C'est pour te dire vraiment les causes de l'exportation. Après, tu as d'autres produits comme par exemple les Oreos qui vont coûter eux moins cher qu'en France. Pour moins d'1 €, tu avais un paquet d'Oreos. Bon bref, c'est pour te dire que c'est pas sur absolument tous les produits, mais je peux te dire que sur la majorité des produits, c'est un peu plus cher, voire le même prix qu'en France. Pour une petite partie des produits, c'est extrêmement cher comme les M&M's, et pour une autre petite partie des produits, c'est pas cher. Si bien sûr, c'est pas un produit local. C'est en fait, les courses, ça revient cher à un point où ça revient moins cher de manger dehors. Si tu vas bien sûr dans des restos un petit peu locaux, ça te revient moins cher de manger tous les jours dehors que de faire les courses pour le mois. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, Instagram, d'ailleurs, n'hésite pas à me suivre sur Instagram si c'est pas déjà fait. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, je fais souvent des stories où je montre un petit peu voilà, ce qui se passe. Et c'est pour ça que sur mes stories, tu vois souvent que je mange dehors. Je mange dehors. Et puis, on a l'impression que je vis ma best life à manger tout le temps dehors. En fait, il faut que tu saches que voilà, ça me coûte légèrement moins cher de manger dehors tous les jours que de faire les
courses. Après, encore une fois, ça dépend du restaurant où tu vas. Pour les activités ici, c'est à peu près la même chose. Tu vas avoir des activités, on va dire, pour les locaux, tout ce qui est massage, tu vois. Et tu vas avoir des activités pour les touristes. Les activités pour les touristes vont être plus chères que les activités pour les locaux. Donc voilà, si tu veux faire des activités, tu peux faire toujours des activités pour les locaux. Mais voilà, si tu veux visiter un volcan avec un guide, ça va te coûter super cher. Si tu veux faire de la plongée, ici, tu peux voir des raimentas de 2 mètres, des trucs vraiment incroyable, tu peux nager avec les requins, des trucs de fou, tu vois, mais c'est 200 € la session de plongée, donc ça peut, voilà, si tu enchaînes les activités ici, ça peut vite devenir un budget conséquent. Pour le logement, je dirais que ça va. Tu peux trouver des logements 300, 400, 500 jusqu'à 800 € pour des villas avec piscine. Des fois, salle de sport. Elles n'ont pas toutes une salle de sport. Mais même s'il n'y a pas de salle de sport, souvent il y a des salles de sport juste à côté, pas très loin dans la même rue. Et puis, ménage intégré, pressing donc laver, sécher, repasser. Et tout ça, en fait, ce sont des charges mentales pour toi. Voilà, tu te décharges de ça. Tu n'as plus à faire le ménage, tu n'as plus à faire la lessive, tu n'as plus à faire le repassage. Et en fait, ça te fait gagner du temps que tu peux réinvestir dans tes projets. Donc pour 400-800 € par mois, tout dépend on va dire du standing ou de l'endroit où vraiment tu décides de te placer. Habiter à Ubud, ça coûte pas le même prix qu'habiter à Sémignac par exemple. Mais en tout cas voilà, ça reste quand même moins cher qu'en France et pour une prestation qui est supérieure. Donc comme je t'ai dit, voilà, quand quelqu'un s'occupe du ménage 3 fois par semaine, quand quelqu'un s'occupe de ta lessive, de ton repassage, ça te décharge et en fait tu peux te concentrer. Cette énergie que tu aurais mis, tu peux la concentrer ailleurs. Bien évidemment, je respecte toutes les personnes qui font ces métiers-là de ménage, de pressing. Je respecte énormément ces professions et surtout ici, les personnes qui s'occupent du ménage, du pressing, ce sont des personnes franchement incroyables, avec un cœur incroyable. J'ai commandé un truc, je vais te montrer, c'est incroyable. Un truc healthy, tu vois, un truc à base de fruits, à base de fromage blanc. Tu m'en diras des nouvelles. Mon ami, maintenant que je t'ai donné l'eau à la bouche en te parlant de tout ça, je vais pouvoir te parler des différents visas pour que tu puisses venir, toi, faire ta propre expérience. Alors, si c'est la première fois que tu te rends ici à Bali, tu vas devoir payer à ton arrivée à l'aéroport de Denpasar un visa de 30 jours qui va te coûter à peu près 34 €, quelque chose comme ça. Avant, le visa était gratuit pour les Français, pour les Européens de manière générale, mais depuis la réouverture des frontières après la pandémie, ils ont mis le visa payant pour tout le monde. Donc tu auras droit à un visa de 30 jours pour l'équivalent de 34 € avec la possibilité de prendre un visa de 60 jours dès l'arrivée à l'aéroport. Bien entendu, voilà, si tu n'es pas sûr de dépasser le mois ou quoi, ben, tu prends ton visa 30 jours, comme moi. J'ai pris un visa 30 jours et puis au cours des 30 jours, je suis parti à l'immigration pour pouvoir prendre ce qu'on appelle un extend, donc une extension de visa. Et à ce moment-là, j'ai repayé 34 € et ce qui m'a permis d'avoir 30 jours supplémentaires. Et voilà, si tu comptes passer au moins 2 mois, je te recommande de prendre directement l'extension à l'aéroport. Pourquoi est-ce que je te recommande ça? Tout simplement parce que arriver au bureau d'immigration, c'est des procédures super longues. Alors le bureau d'immigration, c'est super bien organisé. Il y a des guichets pour chaque chose est à sa place. Chacun fait la queue là où il doit être. C'est super bien organisé. Le problème, c'est que ça dure trop longtemps. Ça se fait sous 3 jours. Le premier jour, tu dois prendre un dossier, le remplir et le déposer. Le deuxième jour, on t'appelle, donc c'est sous rendez-vous. Donc en général, c'est dans la même semaine. Le deuxième jour, c'est pour prendre les photos et les empreintes digitaux. Et le troisième jour, c'est pour récupérer ton passeport. Parce qu'il faut savoir que le premier jour, avec ton dossier, tu as donné ton passeport. Et donc le troisième jour, tu vas devoir récupérer ton passeport. Alors moi, dans mon cas, j'ai déposé le dossier, j'ai fait les photos, les empreintes digitaux. Sauf que pour récupérer mon passeport, je devais passer après les vacances. Il se trouve que c'était la fête nationale ici et j'ai dû attendre l'équivalent de peut-être 10 jours pour pouvoir récupérer mon passeport. Mais ici, à chaque fois que je prenais un hôtel ou à chaque fois que j'avais besoin de mon passeport, ils étaient très compréhensifs parce que ils ont l'habitude, voilà. J'ai pu louer des scooters, j'ai pu sans passeport, donc ou alors juste avec la photo de mon passeport, ça suffisait largement. Et tout simplement parce qu'ils savaient très bien que les bureaux d'immigration ici, ils gardent les passeports. Bref, si tu veux t'éviter toutes ces procédures, je te conseille directement à l'arrivée à l'aéroport de prendre l'extend de 60 jours. Et là, pas de prise de tête, tu auras le tampon avec les 60 jours dispo. Ensuite, pour ceux qui veulent dépasser ces 60 jours, ces 2 mois, alors ici, il y a la possibilité de faire ce qu'on
qu'on appelle un visa run. Alors le visa run, c'est quoi? J'en ai parlé dans la vidéo que tu peux voir ici, s'expatrier en Thaïlande. Dans cette vidéo, je t'expliquais qu'en Thaïlande, le visa run était interdit. C'était strictement interdit et c'était même puni d'une grosse amende. Ici, le visa run, il n'y a pas de souci en fait. Donc ça consiste à quoi? Le visa run qui consiste tout simplement à sortir du pays à la fin de l'échéance de ton visa, c'est-à-dire les 60 jours, d'aller passer 2, 3, 4 jours dans un pays à côté, donc Thaïlande, Malaisie ou les Philippines par exemple. Et puis après, tu reviens ici comme une fleur et tu demandes un autre visa de 60 jours. Et bien ça fonctionne. Donc si jamais tu veux extend ton visa de 60 jours pour 60 jours supplémentaires, si tu veux garder bien sûr le principe du visa touristique, à ce moment-là, tu peux faire la stratégie du visa run. Et puis ça t'évite de devoir prendre des visas sous condition et des visas qui sont plus coûteux. Je viens de recevoir mon petit granola bowl. Il est juste dingue, incroyable. Ce genre de petit-déj balinéen. Si tu comptes t'installer définitivement ici ou voire pour plusieurs années, notamment grâce à ton business en ligne, tu vas devoir te rabattre sur d'autres visas que le visa run parce que ça va être difficile pour toi à chaque fois de faire des allers-retours tous les 2 mois. Voilà, ça va être compliqué. Autant être en règle. Ici, grâce à la grande communauté d'entrepreneurs du digital, des digital nomades, l'Indonésie vient de sortir son visa digital nomade. Alors ce que je te raconte là, c'est tout nouveau, ça vient de sortir. C'est un visa pour les entrepreneurs du digital pour 5 ans. Alors tu m'as bien entendu, c'est 5 ans renouvelables. C'est le tout premier visa pour les digital nomades qui est aussi long. 5 ans, c'est du jamais vu. Donc c'est super. Pourquoi? Parce que déjà, ça prouve que l'entrepreneuriat dans le digital, c'est une activité qui est prospère et qui ne fait que grandir avec le temps. Et puis surtout, ça prouve que grâce à un business en ligne, tu te libères géographiquement. Vraiment, tu peux te permettre de vivre dans n'importe quel pays que tu veux. On a vu avec la Thaïlande, on a vu avec l'Espagne, on a vu avec les Émirats, à Dubaï. Et à chaque fois, je passe plusieurs mois dans ces pays-là. Pareil pour l'Afrique du Nord. Franchement, c'est de plus en plus accessible. Et pour moi, toute personne devrait essayer d'entreprendre. Tu vois, juste pour voir si ça lui plaît, si c'est quelque chose qui est fait pour lui. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, voilà, comme je dis souvent, tout le monde n'est pas entrepreneur, mais tout le monde devrait essayer de l'être. Alors, ce visa de digital nomade, il est très très spécial. Ce qu'il faut savoir, c'est que la fiscalité est à 0%. Alors, elle est à 0%, mais c'est pas les 0% que tu peux entendre, les 0% d'Estonie, du Panama ou de Dubaï. Voilà, ce ne sont pas ces 0%. En fait, c'est 0% tout simplement pour pas avoir la double fiscalité. Pourquoi je parle de double fiscalité? Tout simplement parce que ce visa de digital nomade de 5 ans te permet de vivre ici pendant 5 ans renouvelables, mais il ne te permet pas d'être résident fiscal en Indonésie. Je m'explique. Ça veut dire que concrètement, tu auras le droit de vivre ici pour 5 ans renouvelables, mais tu seras toujours résident fiscal dans ton pays où tu es résident fiscal. Il y a un drone qui est passé derrière moi. Tu vois, avec un paysage comme ça, tu as souvent des drones qui viennent, qui capturent des petites images. C'est stylé. Je vais m'acheter un drone moi aussi. C'est quoi? Juste après ça, les images de drone. Let's go. Bref, revenons à nos moutons. Comme je t'ai dit, ici, voilà, tu n'es pas résident fiscal. Tu es juste résident physique. Tu vois ce que je veux dire? Physiquement, tu résides ici. Donc, si tu es résident fiscal en France, alors tu restes résident fiscal français vivant en Indonésie. Ça veut dire que tout l'argent que tu vas générer ici en Indonésie, tu vas devoir payer les impôts en France. Donc pourquoi l'Indonésie met une fiscalité de 0% sur ce visa de digital nomade? C'est tout simplement pour pas que tu payes les impôts ici plus les impôts en France. Sinon voilà, ça sera pas rentable et personne va venir prendre ce visa. Donc voilà, cette fiscalité à 0% te permet juste de ne pas payer 2 fois les impôts. Toujours dans ce visa de digital nomade, la condition pour valider ce visa, donc c'est d'avoir un business en ligne, mais c'est d'être au moins 2 jours par an ici à Bali, ce qui est largement faisable, largement accessible si tu comptes vivre ici définitivement ou pour plusieurs années. En revanche, comme à Dubaï par exemple, aux Émirats, là où tu vas avoir 0% de fiscalité et une résidence fiscale, les Émirats te demandent de résider chez eux 180 jours par an, c'est-à-dire 6 mois au minimum. Donc si tu ne résides pas 6 mois au minimum, ta résidence fiscale est annulée aux Émirats. Conclusion, dans ce visa de digital
nomade et te permet surtout de passer 5 ans ici, dans ce petit bout de paradis, à travailler sur tes projets. Alors il faut que tu saches une dernière chose, ces dernières règles que je t'ai dit sur les visas, elles peuvent changer en fonction de la situation économique ou de la situation sanitaire. Donc surtout, n'hésite pas à checker les mises à jour. Dans la description en bas, j'ai un article de blog qui est relié à cette vidéo et l'article de blog est souvent mis à jour par mes équipes. Donc n'hésite pas à checker, si tu vois cette vidéo plusieurs années ou plusieurs mois après, n'hésite pas à checker l'article de blog, il y a la mise à jour, il y a la date de la mise à jour et je pourrais te parler des dernières règles, des derniers visas. Merci frérot d'avoir suivi cette vidéo jusque là. Si tu as trouvé cette vidéo qualitative, si elle t'a apporté, si elle t'a motivé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu pour me soutenir et YouTube te proposera du contenu similaire. À tous mes entrepreneurs, à tous mes artistes, ciao!